jeune Ivoirien installé au Mali depuis une dizaine d'années exerce le métier de coiffeur, un métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. Et puis aux États-Unis, Joe Biden a annoncé avoir présenté au Congrès un plan historique portant sur des milliards de dollars de dépenses pour des mesures sociales et environnementales. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Adamo est un jeune Ivoirien installé au Mali depuis plusieurs années déjà. Il exerce dans la coiffure, il excelle dans la pédicure, manucure et les soins de visage. Les tresses n'ont aucun secret pour lui non plus. À Bamako, le jeune Ivoirien force l'admiration des Maliennes qui l'ont adopté. Aujourd'hui, Adamo dispose de 3 salons de beauté dans le pays. Le reportage de Noussangaré et Gilles Tonien, commenté par Bintou Pekele. Sotiba, quartier situé au cœur de la capitale malienne. C'est ici que le jeune Adamo exerce son métier de coiffeur. Son amour pour la coiffure remonte à son enfance à Abidjan. J'ai grandi au milieu des filles. Ma mère a fait 18 filles. Je suis le seul garçon. À chaque fête, ma mère me donnait des cadeaux. Mais mes cadeaux, là, on emballe ça. Lui qui va emballer là, lui il prend poupée, il se trompe. Il met poupée dedans et puis on m'emmène ça. Donc lorsqu'on m'emmène, ma grand-mère dit de laisser. On ne sait pas pourquoi Dieu fait ça. À chaque cadeau, c'est ce qu'on fait. Là, je tressais ces poupées-là. C'est comme ça que j'ai commencé à tresser. Mais je me disais que, bon, comment un garçon va tresser? Donc je cachais ça. Installé à Bamako depuis une dizaine d'années, la tresse semble lui réussir ici. Bon, au Mali, une cliente rentre dans ton salon, un paquet de mèches avec la coiffure qu'elle demande. Bon, on peut regrouper ça, soit un paquet de mèches à 8 000 francs avec la coiffure. Bon, en Côte d'Ivoire, la coiffure, si elle a emmené un paquet de mèches 600, si elle a trompé cette coiffure-là, c'est 2000, 2500. Donc c'est très différent. Je prends par exemple gros grain, ce que les Ivoiriens appellent Makoussi. Si l'Ivoirien a trop payé Makoussi, c'est 3 000, 5 000. Au Mali ici, Makoussi, ce que je suis en train de faire par exemple, ça là, avec 2 paquets de mèches, je te fais ça à 15 000 francs. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire ça à 15 000 francs. Au Mali, Adamo dispose aujourd'hui de 3 salons de beauté, 2 à Bamako et 1 à Sikasso, une ville du sud du pays. Dans la soirée, nous le retrouvons dans son 2e salon de coiffure où l'attend Rama, une jeune malienne venue se rendre belle. Oui, je l'habite de venir chez Adama. Il fait bien son travail. C'est le week-end, le salon grouille déjà de monde. Pédicure, manicure, tresse, tissage, soins de visage, tout y est. On place les fossiles, les ongles, et on fait les ongles à gel, on fait les tatouages. Ici, c'est la base de... Ici, j'ai commencé mon entreprise. Les week-ends, on n'a pas le temps. À partir de vendredi, samedi, on peut rester ici jusqu'à 1 heure, 2 heures. Parce que le dimanche, c'est le mariage au Mali. Maximum, on peut atteindre les samedis, 150 000, 200 000. On peut l'atteindre. Les Maliens se rendent beaucoup belles. Pour répondre aux attentes de sa clientèle, Adamo est aidé dans sa tâche par 2 jeunes Ivoiriens. À Bamako, la qualité du travail du jeune Ivoirien force l'admiration des Maliennes. Vous voyez, tous les week-ends, c'est ça. Il fait très bien. Et puis, si je venais ici, je me sens mieux ici, quoi. Les gens ici, ils savent faire leur travail, quoi. Et j'apprécie leur travail. C'est à cause de ça que je viens ici chaque week-end. Avec ce que l'homme gagne à Bamako, le retour au pays natal, la Côte d'Ivoire, n'est pas à l'ordre du jour. Adamo compte rester encore dans cette capitale malienne qu'il a adoptée. Retour en Côte d'Ivoire pour voir comment améliorer la présentation des travaux de recherche pour une meilleure prise en charge des maladies tropicales. La question était en tout cas au cœur du 14e colloque de biologie de la santé publique et des sciences pharmaceutiques initié par l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques. Cette rencontre scientifique s'est tenue sur 2 jours. Reportage Afisia Takaramoko Dosso, Bintou Pekele. Ils sont une centaine de chercheurs, enseignants-chercheurs, vétérinaires, praticiens modernes et traditionnels de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Ces experts de la santé
exposent les résultats de leurs recherches en vue de les améliorer à l'occasion du 14e colloque scientifique de biologie, santé publique et sciences pharmaceutiques. Nous avons mis en tout cas au point un médicament utilisé dans le traitement de l'asthme. Aujourd'hui, nous proposons donc la première étape de la mise au point qui est l'étape donc de la fabrication. Étant donné que le médicament est à base de plantes et que déjà dans la forme traditionnelle il est déjà utilisé, nous pensons que ça ne mettra pas de temps. Déjà sur les présentations que nous avons vues, on peut dégager l'importance de réaliser la sérologie Covid-19 dans la population en termes de séroprévalence et même en termes de suivi des personnes vaccinées pour voir en fait l'immunisation et la protection contre cette pathologie qui défraie la chronique actuellement. Cette rencontre scientifique se déroule autour de la problématique système de santé et gestion des maladies tropicales dans le contexte de la pandémie à Covid-19. Contexte qui a mis à mal la tenue de l'édition 2020. Une année sans colloque, ça veut dire une année sans communication scientifique, une année sans exposition de ses travaux de recherche. Il se retrouve aussi au niveau de la carrière universitaire. Pendant 2 jours, ces assises qui se présentent comme une tradition pour les chercheurs ont permis de repenser les stratégies de lutte contre les maladies tropicales, mais surtout de progresser en termes de recherche scientifique et biologique. Parlons éducation des kits scolaires et 50 bourses d'études ont été offertes à des orphelins dans la commune de Yopougon, un geste de l'ONG Danké en collaboration avec l'Institut supérieur NIRA et la Fondation Cris Espoir. Assitan Diara. Ce sont au total 100 kits scolaires et 50 bourses d'études offerts aux orphelins de Yopougon-Bagnon par l'ONG Danké en collaboration avec l'Institut supérieur NIRA et la Fondation Christ Espoir. Ces dons visent à soulager les orphelins, les veufs et veuves, ainsi que des personnes en situation d'extrême pauvreté. L'ONG a pour vision première de venir en aide les orphelins et les veuves, aussi bien les enfants démunis. C'est dans cette optique que nous allons remettre aux enfants démunis aujourd'hui des kits scolaires. À cette remise de dons s'ajoutent des consultations médicales, des séances de prière pour des malades. La cérémonie a été marquée par le partage d'un repas avec les bénéficiaires. Les initiateurs ont lancé un appel aux personnes de bonne volonté afin qu'elles accompagnent leurs actions en faveur des défavorisés. Créé en 2021 en Allemagne, Danké signifie dans la langue de ce pays « merci ». L'ONG Danké est représentée dans 4 pays, à savoir l'Allemagne, la Belgique, la France et la Côte d'Ivoire. Sa 3e édition de remise de dons se tiendra dans la ville de Sikensi dans le premier trimestre de l'année 2022. Le reportage de Assitan Diara a été commenté par Georgette Ido Fofana. Les membres du COCAN se sont réunis hier au siège du comité en vue d'adopter le projet d'attribution des 13 commissions du COCAN pour accélérer les préparatifs de la CAN 2023. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en sport, la direction des loisirs du ministère du Tourisme et des Loisirs a procédé à l'installation de clubs des jeux traditionnels dans des établissements secondaires pour renforcer les aptitudes psychosociales des élèves. Du matériel de jeu a été offert aux apprenants. Il s'agissait plutôt de tourisme et loisirs. C'est un reportage de Ngablé Konanté commenté par Jean-Sylvain Rissot. Dans la salle, de nombreux élèves issus du collège moderne de Bingerville, du lycée municipal de Port-Boué et du groupe scolaire Onyx à l'excellence de Yopougon. En face, les représentants du ministère du Tourisme et des Loisirs venus lancer officiellement la pratique des jeux traditionnels et ludiques en milieu scolaire. L'objectif visé, à en croire les promoteurs du projet, enseigner la richesse et la diversité du patrimoine touristique et culturel ivoirien. Chaque jeu contient des valeurs. Et il faut communiquer ces valeurs-là, ces valeurs sociales-là aux enfants. S'ils ont ces valeurs-là, ils peuvent apprendre en jouant et sans contrainte, et ça va leur rester et ça va contribuer à leur mieux-être. Nous avons choisi des jeux qui ont une valeur didactique en termes de développement de l'intelligence, développement des capacités intrinsèques des individus, et nous pensons que ces jeux mis à disposition des élèves aussi peuvent permettre derrière tout ça de valoriser la culture ivoirienne. Une présentation suivie d'une démonstration du déroulement des jeux par les promoteurs.
Des jeux allant des plus simples aux plus complexes, comportant de forts éléments psychosociaux qui combinent la créativité, l'adresse et la stratégie. Au-delà de la Wale, le plus iconique des jeux traditionnels, bien d'autres jeux sont appelés à faire l'objet de vulgarisation. Le Guio, jeu stimulant l'intelligence et le goût des calculs dans la Mé. Doué Sili, jeu de force et de solidarité originaire de la région de la Maraoué. Le Go, qui s'apparente au tennis, développe l'adresse et la concentration. Ou encore l'Agban, jeu d'adresse en pays Attié. À travers le visionnage de l'exposé, j'ai pu apprendre que ces jeux-là développaient de nombreuses attitudes chez les joueurs, notamment la rapidité, la solidarité, le fair play et bien d'autres. Débuté en 2017, ce projet, initié par la Direction des loisirs et du ministère du Tourisme et des loisirs, a permis de collecter 12 jeux traditionnels pratiqués dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Une compétition entre établissements est en vue pour susciter une saine émulation autour de ces jeux et des valeurs qui y sont associées. En Guyane, dans la jungle, nous parlerons de l'éprouvante formation de militaires au combat et à la survie, jusqu'à 95% d'humidité, des chauves-souris, vampires, des serpents, une visibilité très limitée. Dans la jungle guyanaise, des militaires découvrent leurs limites et se forment à des techniques de combat en forêt et dans la jungle. Leur lieu de formation, la jungle guyanaise. Dans ce cadre hostile, des militaires découvrent leurs limites et apprennent des techniques de combat. En avant, en avant! Allez, en avant! En avant! Demain, si vous êtes projeté en forêt, Nord-Burkina par exemple, ça sera ça. Okay, sauf que vous n'aurez pas un blessé, mais il y aura 3, 4, 5 blessés dans votre groupe. Okay, donc il faut réagir extrêmement rapidement. Les combats en jungle et forêt avaient tendance à s'inscrire dans un passé révolu. Ils reviennent d'actualité, en particulier au Sahel, rendant leur maîtrise de nouveau essentielle. Ce qu'il y a de hautement intensif en forêt, c'est que contrairement aux autres milieux, les contacts, donc les tirs ennemis, se font entre 5 et 20 mètres. Ça, c'est extrêmement éprouvant psychologiquement pour les personnels. Par rapport à la forêt en France, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, on doit rester un peu plus concentré. Il y a des bestioles qui te piquent, il y a tout qui essaie de te bouffer. On ne peut pas être calme comme dans la forêt, soit en métropole. Allez, avancez, ça va. Tout l'environnement immédiat attaque directement les corps, les chairs, les matériaux, tout. C'est-à-dire par un très haut niveau d'humidité, une hygrométrie très importante, et des températures qui sont variables mais quand même assez importantes elles aussi, qui vont mettre en fait le stagiaire dans une situation physiologique d'inconfort, voire de difficulté, et qui vont en fait attaquer en permanence son mental. Levez. On se déplace. Attention, posez. Posez. Attention pour porter. Porter. Ce qu'on redoute le plus aussi, c'est la chauve-souris vampire, parce que son mode d'action, son moment d'action, c'est la nuit, et son mode d'action, c'est de mordre les parties de la peau qu'elle peut mordre. Donc en gros, quand elle vous mord, elle vous injecte un produit anesthésiant qui empêche que vous sentiez qu'elle vous morde. Et après, ça donne suite à une petite hémorragie. Et ce qu'on redoute après la morsure du chauve-souris vampire, c'est notamment la rage. Donc toi, tu remplaces lui.
Éprouvante formation. En tout cas, Joe Biden, lui, a annoncé avoir présenté au Congrès américain un plan historique portant sur des milliards de dollars de dépenses pour des mesures sociales et environnementales peu avant de s'envoler pour le G20 et la COP26 en Europe. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.